Le bois énergie, solution possible pour les forestiers, solution pour le climat, est-ce une solution pour les territoires? C'est le sujet de cette séquence et nous ont rejoint sur ce plateau Johanna Flageolet-Milan, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice en charge des filières chaleur, froid et transport au sein du syndicat des énergies renouvelables. Et à vos côtés, Éric Valmet, bonjour. Bonjour. Fondateur du pôle Excellence Bois et directeur d'Inoé, qui est une entreprise de production de combustible de bois. Et donc Rémi Fouché est resté avec nous. Éric Valmet, est-ce qu'il y a une compétition quand on produit entre le bois d'œuvre et le bois énergie? Parce que tout avait l'air très simple quand on écoutait Rémi Fouché, finalement. C'est que on coupe pour le bois d'œuvre et puis on récupère le bois énergie. Il n'y a pas de compétition entre le bois d'œuvre et le bois énergie. Pour arriver à un bois d'œuvre, il va falloir rentrer dans la forêt, il va falloir entretenir la forêt. Donc l'objectif pour nous, producteurs de bois énergie, c'est de trouver des propriétaires privés qui ont des volontés de transformer et de mener leur forêt dans la production de bois d'œuvre. Et c'est là où il faut qu'on arrive à avoir un point de rencontre. Et c'est sur les choses sur lesquelles on travaille avec l'interprofession FIBois et avec ma structure Inoé, essentiellement en Ile-de-France. Donc objectif numéro 1, c'est valoriser le bois d'œuvre. Alors qu'on va parler bois énergie. Johanna Flageolet-Milan, on va un tout petit peu élargir la focale, sortir d'Ile-de-France. La place du bois énergie en France, quelle est-elle aujourd'hui? Alors aujourd'hui, le bois énergie, c'est la première énergie renouvelable de France, avec environ 36% des énergies renouvelables. À terme, ça devrait encore être, en tout cas pour quelques années encore, la première énergie renouvelable de France. C'est une énergie qui est avant tout productrice de chaleur. En tout cas, la France a fait ce choix de la diriger plutôt vers la chaleur. Et pour cause, la chaleur, qui aujourd'hui représente 46% des besoins énergétiques de la France, est encore carbonée à 80%, donc avec du gaz, encore un peu de charbon. Et donc là, on a vraiment une nécessité d'essayer d'aller vers cette transition énergétique et de décarboner par notamment le bois énergie, entre autres énergies. Je crois qu'il y a une programmation pluriannuelle de l'énergie qui existe en France. Est-ce qu'on pourrait rappeler ou donner les objectifs qui sont fixés par la France justement pour le développement du bois énergie? Alors avant tout, il y a une loi, la loi de transition énergétique pour la croissance verte, qui a fixé des objectifs généraux. Donc des objectifs pour toutes les énergies renouvelables, des objectifs pour l'électricité, des objectifs pour la chaleur et des objectifs pour les transports. Aujourd'hui, l'objectif pour la chaleur est de 38% en 2030. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on est à peu près à 20%. Donc on a encore pas mal de chemin à faire pour y arriver. Et donc la programmation pluriannuelle d'énergie en fait retranscrit cette loi en objectifs un peu plus concrets. Et donc pour la biomasse, on a des objectifs qui restent encore assez forts en 2028, puisque la programmation en fait donne deux objectifs, un objectif à 2023 et un objectif à 2028. Pour 2028, on sera encore à 70% de biomasse dans la chaleur renouvelable. Avec une grande partie qui sera du bois collectif, puisque la programmation fixe un objectif constant pour le bois domestique en termes de production énergétique. Donc on restera à 80 TWh pour donner quelques chiffres. Par contre, on a une augmentation du nombre d'équipements et donc de ménages qui auront un appareil de chauffage au bois domestique. Et cela vient du fait qu'on devra avoir des bâtiments mieux isolés, des appareils de plus en plus performants qui permettent, en augmentant ce nombre, d'avoir toujours la même production et surtout, du coup, la même quantité de bois utilisé pour cette production. On continue nos allers-retours entre État-région. Éric Valmet, au niveau francilien, est-ce que ce sont des objectifs qui vous semblent pertinents? Comment ça s'articule avec le... Oui, c'est des objectifs très pertinents. Il faut savoir que la région et les départements ont mis les moyens pour pouvoir développer et structurer cette filière bois-énergie, cette filière bois, mais pour moi, concernant la partie bois-énergie. Donc, notre structure a été lauréat de l'AMI Dynamique Bois qui a été lancée en 2016. Et l'objectif, c'était de récupérer, mobiliser de la biomasse issue des entretiens de bords de route départementaux, des bois issus des bords fluviaux. Donc, avant d'utiliser la biomasse forêt, on a travaillé sur la biomasse des différents coproduits, des produits du patrimoine arboré, du paysager. Et donc là, maintenant, on arrive dans une seconde étape parce que ces bords de route nous ont permis de rencontrer des propriétaires privés. Et derrière ce bord de route, le propriétaire privé, suivant sa surface, certes, on a une forêt très morcelée, mais on a le propriétaire qui a 1 hectare, 2, 3, 4 hectares, et on les amène à travailler leur forêt, à la faire vivre et puis à l'amener à produire du bois d'œuvre.
Rémi Fouché. Alors effectivement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le bois énergie sera une contribution à la sylviculture, au financement de la sylviculture. Il faut savoir que le bois énergie actuellement, le prix du bois énergie est fixé bien entendu sur le prix des autres énergies. Et le prix des énergies fossiles est très bas en ce moment. Donc le coût du bois énergie est très bas. Et ce coût n'est absolument pas compatible avec la pratique d'une sylviculture. Le prix du bois énergie est inférieur au prix de l'eau. C'est-à-dire qu'une tonne de bois énergie vaut moins cher qu'une tonne d'eau du robinet. Et tant qu'on arrive à ce niveau de prix, à la limite, moi en tant que propriétaire forestier, le bois, je le laisse sur place, je le broie et je le laisse dans la forêt. Ça fait de l'humus. Je le broie ou je le bois comme... Je le bois ou je le broie. Mais passer du temps pour avoir un rendez-vous avec un industriel pour qu'à la fin il me dise écoutez, je vous offre 150 € sur votre hectare de bois que vous avez récolté, je préfère le laisser sur place. Oui, alors, je comprends votre position. Voilà, je comprends le point. Après, c'est rémanent aujourd'hui, pour citer des mots, sur pied, ça vaut entre 4 et 9, 10 € de la tonne. Ça paraît faible, mais nous, on est aussi face à un monde de l'énergie. C'est qu'aujourd'hui, on vend un mégawattheure à des énergéticiens, mais il y a toute la préparation. Ça demande une mécanisation importante pour pouvoir mobiliser ce bois-là, le récupérer, le mettre en bordure, venir le broyer. Et ne serait-ce même sans les aides qu'on a perçues pour pouvoir investir dans ces matériels-là, dans le cadre de différents appels à projets, on n'arriverait pas à lancer la filière. Donc je pense qu'il faut trouver un compromis entre les différents acteurs. Je pense que vous serez la personne du compromis alors. Il y a deux choses à retenir, je pense. Déjà, de ce qui a été dit, c'est qu'effectivement, le bois énergie, c'est moins cher, en tout cas à la vente, que du bois d'œuvre, ce qui prouve qu'on a tout intérêt à sortir d'abord du bois d'œuvre, le bois noble en fait. On va d'abord aller vers cette sylviculture. La deuxième chose, effectivement, c'est un bois qui a on va dire un combustible qui est vendu à prix assez bas. Aujourd'hui, vu le prix des énergies fossiles, c'est très difficile d'être compétitif. On a encore des industriels ou autres qui ont du mal à passer vers le gaz parce que il faut vraiment avoir une grosse fibre écologique pour avoir envie de dépenser plus alors qu'on a un prix du gaz peu cher. Donc c'est une vraie problématique. On a du coup des aides d'État qui existent, notamment via le fonds chaleur donné par l'ADEME qui permet... n'ont pas l'air forcément suffisantes, si j'entends... C'est effectivement jamais suffisant. Absolument pas suffisant pour financer la sylviculture. Et si les pouvoirs publics veulent développer l'équilibre énergétique de la France, c'est absolument pas en faisant la promotion du bois énergie sur une base de 2 à 4 € la tonne qu'on arrivera à l'équilibre énergétique en France. Suite du débat avec vous et avec Josefa Lopez qui va me remplacer sur ce fauteuil. Josefa. Merci Emmanuel. Merci à tous d'être parmi nous. Merci à notre public qui nous suit attentivement. Et je vous rassure, pas de panique. Cet après-midi est longue, mais vous pourrez la rattraper puisque nous enregistrons cette émission qui sera retransmise et que vous pourrez regarder tranquillement de chez vous pour rattraper ce que vous aurez loupé. Alors, je prends les questions de nos internautes et je vous les transmets. La première, peut-être... pour Rémi Fouché, comment replante-t-on une forêt ? Je crois que vous nous avez tous fait rêver avec votre histoire de forêt replantée quand vous étiez en médecine. Comment on replante une forêt ? Alors en fait, on replante. C'est très rare de replanter une forêt. La plupart du temps, il faut faire ce qu'on appelle la régénération naturelle, c'est-à-dire qu'effectivement, il faut couper un arbre et laisser les petits chênes ou les petits arbres repousser en dessous. Le fait de couper un arbre, quand j'ai acheté la première forêt, je me suis dit il faut absolument que je coupe pas d'arbres. C'est sacrilège. Et puis je me suis dit, en force de discuter avec les gens, il faut couper les arbres parce que c'est aussi illogique de dire je ne coupe pas un arbre parce qu'il est très beau que de dire dans un verger je ne cueille pas cette pomme parce qu'elle est très belle. Si on ne colle pas une pomme parce qu'elle est très belle, on revient 3 semaines après, elle est par terre pourrie. Eh ben, l'échelle de temps est différente pour l'arbre, mais c'est exactement la même chose. Si on attend quelques décennies ou quelques siècles, il sera par terre pourri. Et le pire pour l'arbre, c'est si on ne le coupe pas, en fait, il va vieillir, il va finir par mourir sur pied. Et en fait, par exemple, pour les chênes, il ne fera plus de glands à la fin de sa vie. Et donc, ce très bel arbre, on aura perdu la lignée. Donc, si on ne le coupe pas pour laisser les petits arbres, les petits chênes repousser derrière lui, eh ben, la lignée va s'éteindre et on aura perdu la lignée de ce très bel arbre. Donc, ce n'est pas parce qu'un arbre est très beau qu'il ne faut absolument pas le couper. Il faut le couper au bon moment. Donc, couper pour mieux laisser repousser. Exactement.
Une autre question pour vous, et après, promis, je passe à nos autres interlocuteurs. Une question de Bello. Le fait que la grande majorité des espaces forestiers en France appartiennent au privé, n'a-t-elle pas joué un rôle positif dans l'augmentation rapide de la surface forestière ? Alors, l'augmentation de la surface forestière elle a plusieurs origines. C'est beaucoup des terres agricoles qui ont été délaissées. En fait, il y avait beaucoup plus de terres agricoles de très mauvaise qualité que les gens ont progressivement abandonnées et qui sont repartis en bois, des vieux vergers qui sont repartis en bois, des vignes qui sont reparties en bois parce qu'elles ont été abandonnées. Donc en fait, c'est surtout l'abandon des terres agricoles qui a permis l'augmentation de la surface forestière plus que la plantation. Une question pour Johanna Flageolet de Julie. Branches, souches, racines sont essentielles pour nourrir les sols et laisser le carbone sur site. Pourquoi les brûler, entre parenthèses Bois Énergie, et libérer le carbone dans l'atmosphère ? Il y a des choix qui sont faits, mais pas partout non plus en France. Donc c'est sur de la localité. Maintenant, la matière la plus intéressante, ça reste la plaquette. Un peu plus pure, en tout cas, du bois préféré par rapport à des souches, des feuillages ou autres qui peuvent avoir un impact aussi en termes de combustion sur l'installation. Éric Valmet, une question de Sonia. Y a-t-il des pays modèles dans l'utilisation du bois énergie ? À part la France, bien entendu. Des pays scandinaves qui ont démarré vraiment bien plus tôt, mais voilà, c'est la philosophie du bois et c'était pas non plus les mêmes essences. On était essentiellement sur des essences résineuses, donc plus de facilité de rémanent, de connexe à pouvoir brûler dans les différentes installations. On continue avec vraiment beaucoup de questions. D'ailleurs, n'hésitez pas à continuer à nous les envoyer maintenant pour nos interlocuteurs dans l'immédiat, mais aussi pour les prochains. Une question de Félicien. Il y a récemment une levée de scientifiques contre l'emploi à outrance du bois énergie en remplacement des énergies fossiles. Peut-on donc considérer que le bois énergie est réellement une solution miracle ? Qui souhaite répondre ? Miracle, je ne pense pas. Il faut aussi raisonner en termes de globalité des énergies renouvelables. On a une vraie volonté, une nécessité de remplacer les énergies fossiles. On a tout un paquet de solutions, j'ai envie de dire. L'intérêt du bois énergie, comme d'autres, c'est que ce sont des énergies qui sont locales. Un territoire qui est forestier peut avoir un intérêt à utiliser cette ressource. Un territoire qui l'est moins ne l'utilisera pas forcément ou en tout cas en moindre quantité. Il faut aussi penser que le bois énergie, on l'a déjà un peu dit, mais c'est pas non plus que du bois forestier. Il y a aussi du bois déchet qui va se développer de plus en plus. Et du bois déchet, c'est aussi du bois construction, du bois d'ameublement qui est en fin de vie, dont plus personne ne veut et on va le réutiliser. Donc il y a beaucoup de choses à prendre en compte pour le bois énergie en tout cas. Donc ça, je pense que ça a tout son sens. Maintenant, on ne va pas dire on va faire que du bois énergie demain, ce serait un non-sens. Voilà, faut bien ramener un peu des échelles de valeur. La partie bois énergie forestière, on parle de 400 000 tonnes en Île-de-France. La filière bois déchets, c'est 1,6 million de tonnes par an. Aujourd'hui, tout ce bois énergie part essentiellement à l'étranger, dans des grosses cogés. Bon, maintenant, les cogés biomasse vont arriver, les pyrogasificateurs vont arriver, et c'est là l'intérêt du pôle d'excellence bois qu'on veut développer sur l'ouest parisien, c'est d'aller remettre des professionnels de toute la filière, c'est-à-dire de la première transformation. On travaille avec la région, avec Mme Pécresse, sur la réinstallation d'une première transformation, une seconde transformation. On a déjà une unité de construction Saturbois qui va voir le jour d'ici septembre 2022 avec une cinquantaine de salariés. Et derrière, aller monter des réseaux de chaleur. Donc on va faire un pilote en pyrogasification et brûler du bois B pour pouvoir faire du bois énergie demain. Donc il n'y a vraiment pas que la forêt. La forêt, c'est vraiment c'est important parce que c'est le débat de la journée, mais il y a plein d'autres coproduits biomasse à utiliser dans la partie bois énergie. Donc le bois énergie, ce ne sont pas que des arbres qu'on va couper en forêt. Ce ne sont pas que des arbres, voilà. Vous parliez de bois qui part vers l'étranger. On a une question de Clara qui nous demande si la France doit importer du bois pour les constructions, par exemple. C'est que les scieries en France restent davantage calibrées pour la découpe des résineux, alors que les forêts françaises comprennent principalement des feuillus. Comment pallier à cela ? Il faut qu'on réapprenne à utiliser notre bois local. C'est vraiment un paradoxe. On demande aux forestiers de produire une matière première pour répondre aux besoins des industriels, alors qu'on pourrait très bien demander aux industriels de s'adapter à nos produits locaux. Donc, on a en France des tas de bois locaux qu'on ne sait plus utiliser.
Les charpentes de peuplier grisard, par exemple, sont des bois qui durent plusieurs siècles quand c'est hors d'eau. Et toutes les fermes d'Île-de-France sont construites avec des peupliers grisards. Mais on n'utilise plus ça. On utilise des bois parce que c'est peut-être plus facile. On ne sait plus utiliser le bois qu'on a utilisé pendant des siècles. Au 18e, 19e siècle, les gens savaient utiliser des peupliers grisards, du peuplier, pour faire leur charpente. On ne sait plus le faire parce qu'on a pris l'habitude d'utiliser des résineux et on a perdu toutes ces habitudes. Je pense qu'il faut réapprendre à utiliser ce qui pousse naturellement chez nous. Une perte de connaissances. Une perte de savoir. On a perdu le bon sens de savoir utiliser ce qui pousse naturellement chez nous. Et on s'est dit, c'est plus facile d'utiliser des résineux, on va planter des résineux, et on a vu la catastrophe, on plante des résineux à basse altitude, et ils sont tous morts au bout de 30 ans, parce que ce n'est pas fait pour ça. Alors que nos peupliers, j'entendais tout à l'heure parler du robinier, qui est une espèce effectivement envahissante. Et j'ai un pauvre voisin qui m'a dit, je vous vends ma parcelle, parce que ça fait 30 ans que je me bats contre le robinier, j'arrive pas à m'en débarrasser, je le coupe. C'est quoi le robinier? C'est l'acacia. Voilà. L'acacia, c'est le faux acacia, le robinier. Donc, ce pauvre homme me dit, ça fait des années que je me bats contre le robinier, que je le coupe, et plus je le coupe, plus il repousse. Je lui dis, je vous prends votre Régénération parcelle. naturelle. Régénération naturelle. Maintenant, je fais des piquets d'acacia et ça pousse très bien. Je m'en sers pour tout. Voilà, j'ai simplement... Et lui, il a passé toute sa vie à couper ses acacias. Il me dit, je m'en sors pas. Je le coupe, 3 ans après, ils font 10 mètres de haut. Il l'aidait à grandir, en fait. Mais il les aidait à grandir. Plus on le coupe, plus il repousse, l'acacia. Vous vouliez réagir? Oui, non, mais c'est vraiment ça, parce que nous c'est pratique aussi sur la partie bois énergie de trouver de l'acacia. Mais aujourd'hui, l'acacia, monsieur a raison, il faut retrouver un outil industriel, parce que l'acacia, moi maintenant, demain, il ne passera pas, l'oupier passera en bois énergie, mais on va tous chercher à faire des piquets, à aller faire de la poudre d'acacia, de la grosse traverse, parce que les mobiliers de jardin de demain, ça sera ça, parce qu'il est tout de suite traité automatiquement, il n'y aura plus d'importation de bois exotique. Donc voilà, il y a un avenir à tous ces produits-là. Il faut juste retrouver un outil de travail qui permettra de scier ces bois-là et de les utiliser après avec les différents acteurs de la filière bois. Alors le temps passe, mais une dernière question, celle de Guillaume. Le bois énergie, par sa combustion, émet a priori des particules fines, nocives pour les humains. Comment rendre l'utilisation du bois pour l'énergie plus saine? Johanna Flageolet. Grand sujet, sujet avant tout bois domestique. Les grandes installations sont des installations classées pour l'environnement qui ont des normes de rejet assez fortes. Le chauffage au bois domestique est effectivement assez émetteur, notamment sur les foyers ouverts. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Remplacer les foyers ouverts par des appareils modernes, performants, utiliser des bonnes pratiques, donc un bois sec, un bon allumage, un appareil bien dimensionné à son installation, à son besoin. Pour ça, notamment, les professionnels se sont rassemblés il y a une vingtaine d'années pour créer un label en France, le label Flamme Verte, qui a permis de faire évoluer ces appareils vers de meilleurs rendements énergétiques, vers une diminution assez forte des émissions, notamment de particules. Et aujourd'hui, on est arrivé quand même à des grandes diminutions, à des appareils qui sont d'ailleurs, pour ce label Flamme Verte, au niveau des nouvelles réglementations européennes, la réglementation éco-design notamment. Donc voilà, on a vu que, encore une fois, les professionnels savent travailler ensemble et savent agir pour agir au mieux. Et voilà, aller vers, en tout cas, là, une meilleure qualité de l'air. Merci à tous les trois. Je vous laisse entre les mains d'Emmanuel Davidenkoff et continuez à nous poser vos questions. On les réceptionne et on les pose comme ça en plateau à nos invités. À tout de suite.